Bonjour à tout le monde et bienvenue au webinaire de l'Agence de la santé publique du Canada pour les fournisseurs de soins de santé. Donc, mon nom est Geneviève Boilly-Larouche. Je suis la directrice scientifique adjointe à l'Institut des maladies infectieuses et immunitaires des Instituts de la recherche en santé du Canada. J'ai été invitée aujourd'hui par le Centre de collaboration nationale des maladies infectieuses, ou CCNMI, à modérer ce webinaire et à vous joindre à vous aujourd'hui. Donc, le CCNMI est financé par l'Agence de santé publique du Canada pour fournir des connaissances et des données probantes qui vont servir à la planification, mais aussi à la mise en place de politiques de la santé publique. Et il soutient aussi l'Agence dans l'application des connaissances pendant la réponse à la pandémie de la COVID-19. J'aimerais souligner d'abord pour commencer que le CCNMI est situé à l'Université du Manitoba sur les terres d'origine des Anishinaabe, des Cris, des Ojibwe, des Dakota et des Dene et sur les terres natales de la nation métisse. J'aimerais aussi reconnaître tous les peuples autochtones des terres sur lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui durant cet événement qui est virtuel et qui nous amène de chaque coin du Canada. J'aimerais vous inviter à prendre un moment pour reconnaître l'importance de la terre sur laquelle nous nous trouvons et que nous appelons notre maison, afin de réaffirmer notre engagement et notre responsabilité à améliorer nos relations avec les peuples autochtones et notre compréhension de leur culture. D'un océan à l'autre, nous reconnaissons le territoire ancestral et non cédé de tous les Inuits, Métis, Premières Nations qui habitent cette terre. Donc, joignez-vous à moi aujourd'hui pour reconnaître les erreurs du passé, aussi pour examiner comment nous pouvons chacun, à notre manière, avancer dans un esprit de réconciliation et de collaboration. Donc, avant de commencer, je tiens à mentionner quelques points d'ordre administratif, donc, qui vont nous permettre de bien comprendre la plateforme et le fonctionnement de notre webinaire d'aujourd'hui. Donc, nous organisons ce webinaire via Zoom. Donc, si vous avez des problèmes techniques avec la plateforme comme telle, veuillez envoyer un courriel au CCNMI à nccid@umanitoba.ca. Pour la séance de questions et de réponses, nous allons utiliser l'onglet Q&A. Donc, c'est au bas de votre écran, là, vous pouvez voir le petit Q et le E. Donc, veuillez attendre aussi la fin de la session pour soumettre vos questions à nos experts au sujet de notre webinaire d'aujourd'hui. Donc, sachant que les experts peuvent répondre à certaines de vos questions à mesure que les présentations progressent, s'il vous plaît, veuillez attendre là, que les présentations se terminent avant de soumettre vos questions. Nous allons essayer de répondre au plus grand nombre de questions possibles, mais il se peut que nous n'arrivions pas à la fin de toutes ces questions. Les autres vont pouvoir utiliser aussi l'onglet de clavardage pour communiquer davantage avec les participants si nécessaire. Alors, gardez également un œil sur l'onglet de clavardage ou le bon vieux chat, comme on l'appelle. Donc, l'enregistrement de ce webinaire et les diapositives de la présentation vont aussi être disponibles après le webinaire sur le site web du CCNMI au ccnmi.ca. Donc, j'aimerais commencer par vous donner un bref aperçu du webinaire d'aujourd'hui et vous présenter qui seront nos conférenciers. Donc, pour le webinaire d'aujourd'hui, tous les conférenciers viennent de l'Agence de santé publique du Canada. Donc, notre première conférencière est Dr. Nathalie Knox, qui nous parlera d'abord de la surveillance génomique des variants du SRAS-CoV-2 au Canada. Dr. Knox est chercheuse scientifique et chef de l'unité de biologie computationnelle au Laboratoire national de microbiologie de l'Agence de santé publique du Canada. Elle est aussi professeure adjointe au département de microbiologie médicale et des maladies infectieuses de l'Université du Manitoba. Notre deuxième conférencière est Lindsay Whitmore, qui nous parlera de la surveillance épidémiologique de variants. Lindsay est épidémiologiste et gestionnaire de la section d'épidémiologie et de la surveillance de la COVID-19 au Centre d'immunisation et d'infectiologie respiratoire de l'Agence de santé publique du Canada. Notre troisième conférencière est la docteure Jocelyne Zafak, qui nous parlera de l'efficacité du vaccin de la COVID-19 et de l'efficacité contre les variants préoccupants. Elle est épidémiologiste principale à l'Agence de la santé publique du Canada et travaille sur la sécurité des vaccins. Finalement, notre dernier conférencier est Dr. Nicolas Ogden et il discutera des données de modélisation prédictive en ce qui concerne les variants préoccupants. Dr. Ogden est le directeur de la division des sciences du risque pour les maladies publiques et au Laboratoire national de microbiologie.
Donc, après la présentation, nous aurons une session de questions et réponses qui a été alimentée via le Q&A de la plateforme, mais aussi via les questions qui ont été envoyées par les participants avant le webinaire. Donc, il se pourrait que certains conférenciers répondent à certaines de vos questions pendant votre présentation, comme je l'ai mentionné. Donc, attendez à la fin avant de poser vos réponses. Les conférenciers vont aussi pouvoir répondre au Q&A à mesure que les questions sortent, mais ce n'est pas nécessairement dit qu'on aura le temps de se faire ça, que les conférenciers seront capables d'arriver à toutes les questions dans le Q&A ou de répondre à ces questions-là. Donc, j'aimerais souhaiter la bienvenue en commençant. Maintenant que j'ai terminé avec mes présentations et mes considérations administratives, à notre première intervenante de la journée qui va commencer la présentation, donc Dr. Nathalie Knox. Bienvenue. Bonjour tout le monde, j'espère que vous pouvez m'entendre. Bon, si vous pouvez changer le diapositive, s'il vous plaît. Suivant. Suivant encore. Prochaine. Bon, merci beaucoup. Donc, le Canada utilise la stratégie de test, trace, isolement pour contrôler la propagation de la COVID-19. Le test est un test de diagnostic qui est basé sur la PCR ou la réaction en chaîne par polymérase, qui est rapide, précis et fondamental pour notre stratégie de contrôle, mais il ne fournit qu'un résultat positif ou négatif. Donc, le séquençage du génome fournit des informations supplémentaires puissantes qui améliorent considérablement notre capacité à comprendre, suivre et contrôler la propagation de la COVID-19 au Canada. Le suivi de la transmission est un bon exemple et l'une des principales applications du séquençage du SARS-CoV-2. Et au fur et à mesure que le virus se propage parmi les individus, il accumule des modifications dans son génome. Alors, en capturant ces changements grâce au séquençage du génome, nous pouvons reconstituer les chaînes de transmission. Et il nous permet également de surveiller l'efficacité des stratégies d'atténuation, telles que les mesures aux frontières, en identifiant les nouvelles introductions au virus du Canada et de détecter les propriétés virales qui pourraient avoir un impact sur, disons, les méthodes de détection, en identifiant les mutations qui pourraient réduire l'efficacité des tests moléculaires. Et on surveille aussi pour des mutations qui pourraient être associées à une maladie plus grave. Et on surveille surtout pour l'efficacité du vaccin en surveillant les mutations sur les protéines virales importantes ciblées par les vaccins et en s'assurant qu'elles ne changent pas. Suivant, s'il vous plaît. Donc, l'effort de séquençage à grande échelle du Canada a été lancé en avril 2020 par la formation du Réseau canadien de génomique COVID, ou on appelle ça aussi Cancogen, qui est dirigé par Génome Canada avec un financement de 40 millions de dollars, 20 millions dédiés à l'effort de séquençage viral et 20 millions pour séquencer les génomes des Canadiens affectés. Suivant, s'il vous plaît. Une grande partie des efforts de Cancogen ont été investis dans l'accroissement de notre capacité nationale de séquençage. Alors, le graphique en haut montre notre génération de séquences par mois qui s'améliore régulièrement et notre capacité de séquençage pour le mois de mai était de plus de 30 000 séquences et nous prévoyons une capacité de séquençage totale d'environ 50 000 séquences par mois. Le taux de séquençage est plus important que le nombre de séquences que nous générons. Des taux de séquençage plus élevés nous donnent une meilleure connaissance de la situation des variants qui circulent au Canada et réduisent le délai de détection de nouvelles variants qui pourraient nécessiter des mesures de contrôle public plus élevées. Alors, le taux de séquençage est en fonction du nombre de séquences générées et du nombre de cas qui est représenté par la ligne orange et l'axe vertical sur la droite au cours d'une période de temps. Alors, notre objectif est de maintenir un taux de séquençage au-dessus de 10 %, mais avec le nombre de cas qui baisse, nous pourrions aller beaucoup plus haut que ça. Les derniers calculs que nous avons faits placent notre taux de séquençage par mois entre 60 et 70 % du total des cas positifs, ce qui est un des taux de séquençage les plus élevés au monde. Puisque notre capacité continue à augmenter, et que le nombre de cas diminue, nous sommes en mesure d'atteindre un taux de séquençage de 100 % des cas positifs. Suivant, s'il vous plaît.
Alors, le programme de séquençage à grande échelle du Canada sur le SRAS-CoV-2 a contribué aux premières enquêtes pour répondre à l'émergence de variantes préoccupantes arrivant au Canada. Je n'ai pas le temps de couvrir ce diapositive en détail, mais ce qui est important de souligner, c'est que dans la journée suivant l'avis public de la première variante préoccupante, détectée au Royaume-Uni, nommée Alpha ou B.1.1.7, nous avons pu chercher notre base de données d'environ 25 000 séquences à l'époque et confirmer qu'aucun alpha n'avait été détecté au Canada au 15 décembre 2020. Cette information a été utilisée pour informer la décision du Canada de suspendre les vols en provenance du Royaume-Uni. Nous avons rapidement réuni un groupe d'experts pour fournir des conseils sur la surveillance génomique des variantes alpha et bêta, qui a été détectée pour la première fois en Afrique du Sud suite à la découverte de la variante alpha. Les conseils ont été très efficaces. En 2 jours, nous avons confirmé la première détection de la variante alpha en Ontario et dans d'autres provinces peu après. Et nous continuons à détecter des variantes préoccupantes. Suivant, s'il vous plaît. La détection de la présence et de la propagation de variantes préoccupantes est un élément important d'un programme de surveillance génomique du SRAS-CoV-2, mais la détection de nouvelles variantes préoccupantes est aussi importante. La surveillance génomique du SRAS-CoV-2 au Canada est effectuée par le Groupe canadien de surveillance des variantes du SRAS-CoV-2, où nous travaillons une variété de signaux qui pourraient indiquer la présence d'une nouvelle variante préoccupante. Le séquençage du génome nous permet de surveiller les variantes associées à un échec de traitement, un échec diagnostique, une maladie plus sévère, une transmission accrue et surtout une évasion immunitaire ou une évasion vaccinale. Si le signal est suffisamment fort, nous lancerons une enquête nationale qui comprend la participation fédérale, provinciale et territoriale. Et les résultats de ces enquêtes vont ensuite guider les actions de santé publique. Suivant, s'il vous plaît. Bon, ce webinaire se concentre sur les variantes préoccupantes, mais les variantes à suivre constituent une catégorie supplémentaire qui est aussi importante. Une variante est désignée variante préoccupante s'il existe suffisamment de données scientifiques et épidémiologiques pour démontrer qu'elle est associée à une transmissibilité accrue ou il y a des changements dans l'épidémiologie ou la virulence ou des modifications de la présentation clinique de la maladie. D'autres conditions qui pourraient mener à une variante préoccupante incluent une diminution de l'efficacité des tests diagnostiques ou pour le vaccin, les traitements ou les mesures de santé publique. Les variantes à suivre sont désignées de la même manière que les variantes préoccupantes, bien que les conditions pour désigner une variante à suivre soient beaucoup plus faibles que pour les variantes préoccupantes. Essentiellement, une variante à suivre doit seulement être prédit d'avoir les attributs d'une variante préoccupante. Le suivi des variantes à suivre est important pendant que nous recueillons les données nécessaires pour une évaluation plus formelle. Suivant, s'il vous plaît. Je vais vous passer maintenant à ma collègue Lindsay Whitmore. Merci Nathalie. Merci d'avoir décrit le processus de séquençage génomique et le cadre de la surveillance. Je vais maintenant décrire comment cette information est incorporée dans notre surveillance nationale basée sur les cas de COVID-19. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec la surveillance de la santé publique pour la COVID-19, elle est basée sur un formulaire national de déclaration de cas et nous recevons des données très détaillées de nos partenaires provinciaux et territoriaux sur une base régulière. Nous utilisons les données dans une variété de produits de surveillance pour informer la réponse de la santé publique. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à consulter les rapports épidémiologiques quotidiens et hebdomadaires disponibles sur canada.a pour plus de détails. Les données sur les variants préoccupants ont été intégrées au système de surveillance nationale en février 2021 et nous surveillons les impacts des variants préoccupants sur les données des cas. La diapositive 12 ici présente une vue d'ensemble du nombre de cas en barre bleue et du pourcentage de cas COVID-19 considérés comme variants préoccupants, la ligne orange. L'axe des ordonnées représente le nombre total de cas quotidiens à l'échelle nationale et l'axe secondaire représente le pourcentage de tous les cas considérés comme variants préoccupants. La classification des variants préoccupants est basée sur les résultats du séquençage et du dépistage, mais les proportions varient selon les juridictions et les variants préoccupants individuels.
Bien que le nombre de cas de COVID-19 soit en baisse, la proportion de cas de variants préoccupants augmente au point que plus de 80% de tous les cas sont maintenant des variants préoccupants. Ces chiffres sont sujets à une période de décalage indiquée ici en gris des cas rapportés. Nous pensons donc que la véritable totale est encore plus élevée que ça. Le creux de la courbe observé autour du 1er mai est lié au fait que de nombreux aspects du système de santé publique étaient submergés par le nombre de cas de COVID, y compris les capacités juridictionnelles à effectuer le séquençage du génome entier plutôt que le dépistage. Cela n'indique pas une baisse réelle du pourcentage de variants préoccupants. Voici maintenant la diapositive 13, s'il vous plaît. Cette diapositive montre la composition globale des variants préoccupants à l'échelle nationale à partir de mars. Notez les différentes catégories de variants préoccupants avec alpha en bleu, bêta en orange, gamma en violet et delta en rouge. La catégorie bêta ou gamma, c'est une fonction de dépistage qui détecte des mutations qui peuvent être soit bêta, soit gamma. Cette catégorie ne représente que 1 ou 2% du total national. L'expression autre variant dépisté fait référence au rapport des provinces et territoires qui indique que le cas est un variant préoccupant, mais qui n'identifie pas exactement lequel. Il s'agit d'un problème de qualité des données que nous examinons. Nous constatons une diminution de la proportion de cas identifiés comme étant alpha et une augmentation de la proportion de cas gamma et delta, malgré le fait que le nombre total de cas gamma diminue. C'est plutôt le nombre de cas delta qui augmente et qui fait l'objet d'une attention particulière, même si dans l'ensemble, la proportion de cas delta est baisse, environ 5%. Mais comme vous avez entendu dans les médias, ce n'est pas homogène dans tout le Canada. La transmission des cas delta est actuellement chez les groupes d'âge plus jeunes et par le biais de la transmission communautaire. La proportion de cas liés au voyage est extrêmement faible, moins de 5%. La sévérité des cas semble augmenter avec Delta. Les cas Delta sont environ 50% plus susceptibles d'être hospitalisés que les cas Alpha après ajustement pour l'âge. Bien que la vaste majorité, plus que 98% des cas hospitalisés ne soient pas vaccinés ou le soient seulement partiellement, nous observons une plus grande proportion de cas Delta avec une dose de vaccin que les autres variants. Et nous devons donc renforcer le message selon lequel il est primordial de recevoir 2 doses. Nathalie, merci. De retour à vous. Merci. Donc, vous pouvez m'entendre encore. Alors, c'est ma dernière diapositive. Suivant, s'il vous plaît. Alors, c'est un peu technique, mais elle est importante pour comprendre comment le séquençage du génome est lié à l'efficacité des vaccins et à la conception des vaccins. Le haut de la diapositive montre des modèles moléculaires de la protéine spike du SRAS-CoV-2 qui se lie au récepteur ACE2 ou ACE2 humain exprimé dans les poumons. Les positions des mutations caractéristiques des variantes préoccupantes alpha, bêta et gamma sont indiquées par chaque modèle. Et la partie supérieure droite du modèle s'appelle le domaine de liaison au récepteur, qui est responsable de la fixation du virus au récepteur ACE2. Et le domaine de liaison au récepteur est une cible majeure pour l'immunité naturelle et basée sur les vaccins. Il est donc extrêmement important de savoir quelles mutations se produisent dans cette région et comment elles pourraient avoir un impact sur l'efficacité du vaccin. 2 mutations qui résident dans le domaine de liaison au récepteur et sont impliquées dans l'évasion immunitaire et l'évasion vaccinale sont les mutations aux positions 417 et 484. Ce qui est également intéressant de noter, c'est que ces mutations sont portées par les variantes bêta et gamma et commencent maintenant à apparaître dans les variantes delta. Ils sont apparus indépendamment, ce qui est une indication d'une évolution convergente qui suggère qu'ils sont sélectionnés spécifiquement en raison de leur capacité à échapper l'immunité naturelle et vaccinale. Ces informations sont utilisées pour développer des vaccins modifiés qui incluent ces mutations pour maintenir l'efficacité du vaccin à mesure que le virus évolue. Merci, je passe à mon prochain collègue. Merci Nathalie. Prochaine diapo, s'il vous plaît.
Dans cette section, nous ne sommes pas limités aux vaccins autorisés au Canada. Donc, lorsque l'information était disponible, nous avons également inclus des vaccins dont l'utilisation n'est pas encore autorisée au Canada, mais qui ont des accords d'achat anticipés avec le Canada. Donc, pour pouvoir évaluer l'impact des vaccins sur les variants préoccupants, ce que ça nous prend, c'est qu'il y ait un variant en circulation, la capacité à détecter ces variants-là et qu'il y ait une population vaccinée. Donc, certaines des données d'efficacité du vaccin que nous allons présenter ici proviennent d'essais cliniques qui ont démarré un peu plus tard dans la pandémie ou qui étaient en cours d'exécution dans des endroits lorsque les variants ont commencé à émerger et où il a été possible donc de séquencer des échantillons et d'identifier les variants. Mais pour les vaccins à ARN messager qui ont été autorisés beaucoup plus tôt, nous avons principalement utilisé des estimations d'efficacité du vaccin qui provenaient des programmes de surveillance et d'études faites dans la communauté. Donc, on va donc passer à la prochaine diapositive. Donc, sur cette diapositive et sur quelques autres qui vont suivre, on va donc montrer la propagation mondiale des 4 variants préoccupants, en commençant par le variant alpha qui est sur la diapositive qui est actuellement affichée. Donc, les tableaux et les graphiques qui sont présentés sont basés sur la déclaration des génomes des variants. Et ce qu'il est important de noter, c'est qu'il s'agit de tendances générales vu qu'il y a des biais d'échantillonnage et de déclaration. Donc, on va commencer par le tableau en haut à droite, qui a donc été utilisé pour identifier les pays qui étaient impliqués dans les essais cliniques de phase 3 qui ont été réalisés. Parce qu'il y a une période pendant laquelle où on se demandait si les estimés d'efficacité vaccinale qui étaient signalés pour la souche parent de Wuhan ou si ces estimés-là étaient influencés par un variant. Donc, ceci nous a donc permis d'évaluer les informations disponibles au fur et à mesure que les variants émergeaient. Donc, si on prend le graphique à gauche, donc ce graphique-là va montrer donc la fréquence relative du variant alpha. Et on voit que cette fréquence relative va évoluer au fil du temps et dans les périodes beaucoup plus récentes, on note donc une baisse de la circulation du variant alpha qui est survenue dans plusieurs régions. Donc là, ça présente les données qui étaient disponibles au 14 juin. Maintenant, si on descend un peu plus bas et qu'on prend le graphique avec les lignes rouges, donc il s'agit là d'une carte phylodynamique virale qui décrit la dynamique de transmission qui influence la phylogénie virale du variant. Donc ici, si vous allez sur le site de G7 qui est précisé au bas de la diapositive, donc vous verrez que ce graphique-là est animé et ça pourrait intéresser éventuellement des personnes qui voudraient le visiter. Donc maintenant, lorsqu'on prend le graphique à l'extrême droite de la diapositive, dans les différents cercles que vous voyez, la taille du cercle indique la fréquence de circulation du variant dans les différentes régions. Et les cercles rouges représentent ceux qui avaient été identifiés le plus récemment au moment de la capture de l'image qui est présentée. Donc maintenant, on va passer à la diapositive suivante. Donc, sur cette diapositive-là, ça montre donc le variant bêta. Donc, tout comme tout à l'heure, dans le tableau en haut à droite, vous avez donc la liste des pays où les essais de phase 3 ont été réalisés. Dans le graphique à gauche, on constate donc que c'est un variant dont la circulation, c'est un variant qui a été initialement identifié au Brésil et dont la circulation a été principalement qui a été initialement identifié en Afrique, pardon, en Afrique du Sud et dont la circulation a été donc principalement prédominante en Afrique telle que c'est présenté sur le graphique. Donc, des données beaucoup plus récentes ont montré que la circulation s'est stabilisée autour de 50%. Et maintenant, lorsqu'on descend au niveau de la carte phylodynamique avec les lignes rouges plus bas, on voit qu'on a une présentation qui est un peu différente du variant alpha avec une circulation qui était beaucoup plus prédominante entre l'Afrique et l'Europe, avec aussi des circulations dans d'autres zones du monde. Et cela est reflété dans le graphique à l'extrême droite où on voit la répartition des différents cercles. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc ici, il s'agit donc du variant gamma qui a été identifié initialement au Brésil.
Donc, tel qu'on peut le voir dans le graphique à gauche, la circulation s'est faite principalement en Afrique, en Amérique du Sud. Et lorsqu'on descend au niveau de la carte phylodynamique, on voit donc cette circulation qui s'est répétée principalement entre l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord et d'autres régions du monde. Et également, cette transmission phylodynamique est reflétée dans le graphique qu'on a beaucoup plus à droite. Prochaine diapositive. Donc maintenant, ici, il s'agit du variant Delta, qui a été celui qui a été le plus récemment identifié. Donc, les données qu'on avait en date du 14 juin montrent que la circulation est en augmentation dans toutes les régions. Et c'est un variant qui cause beaucoup d'inquiétude à cause de cette circulation qui augmente dans les régions et des cas sévères qui l'occasionnent. Donc, beaucoup plus bas au niveau de la carte phylodynamique, on voit comment est-ce que la circulation de ce variant-là a été réalisée. Et cela est également reflété dans le graphique tout à gauche, avec les différents cercles dans les différentes régions du monde. Prochaine diapositive. Donc, sur cette diapositive-là, c'est une diapositive qui montre une évaluation quantitative de la différence de protection vaccinale ou de réponse immunitaire, en particulier la neutralisation entre un variant comparativement à la souche d'origine. Donc, c'est un tableau qui a été adapté à partir d'un rapport épidémiologique hebdomadaire de l'OMS et le résumé de ce rapport-là est mis à jour toutes les semaines. Le lien est fourni au bas de la diapositive. Donc maintenant, on va regarder les données du tableau en commençant par la gauche. Donc avec le variant alpha, on constate donc qu'il y avait une protection vaccinale contre les maladies symptomatiques et graves qui étaient peu affectées pour les vaccins Pfizer et AstraZeneca. On ne disposait pas de beaucoup de données pour le vaccin Moderna, mais vu que c'est un vaccin qui est considéré comme équivalent au vaccin Pfizer, on s'attend à ce que la protection contre le variant alpha soit probablement peu affectée aussi pour le vaccin Moderna. Donc, quand on passe à la prochaine colonne pour le variant bêta, on constate qu'il y a quelques preuves limitées qui suggèrent qu'on devrait s'attendre à une protection réduite. Et la protection contre les maladies graves peut être un peu affectée pour les vaccins Janssen et Pfizer. Donc, pour ce qui est du vaccin gamma sur la colonne suivante, on ne disposait pas de beaucoup de données sur comment est-ce que la protection a été affectée, mais les données fournies par des articles en pré-impression, donc en préprint, qui examinaient la situation en Colombie-Britannique où ce variant a une circulation beaucoup plus élevée, montraient qu'il y avait une réduction minimale de la protection conférée par les vaccins ARN messagers après une seule dose ainsi qu'après 2 doses. Donc maintenant, pour la colonne à l'extrême droite, donc on constate que pour le variant Delta, on dispose à ce moment-ci d'informations qui sont principalement disponibles pour les vaccins Pfizer et AstraZeneca et qui ont été reportées par Public Health England. Donc, ces données-là montrent que la protection contre les maladies symptomatiques après une dose de vaccin AstraZeneca et 2 doses de vaccin Pfizer reste inchangée. Et on a une réduction de la protection vaccinale après 2 doses d'AstraZeneca ou une dose de Pfizer. Donc, ce que je viens de dire va être beaucoup plus illustré dans la diapositive qui va suivre et où on va montrer beaucoup plus les chiffres. Mais ce qui n'est pas présenté sur la diapositive, c'est que la protection pour une dose unique contre l'hospitalisation n'était pas affectée pour ce variant-là et qu'elle était assez élevée. Donc, on peut passer à la prochaine diapositive. Donc, sur ces diapositives-là, ça vous fournit beaucoup plus de chiffres qui décrivent ce qui a été présenté précédemment. Donc, les résultats sont présentés en résumé en fonction de chaque différent produit vaccinal et des variants. Et les données présentent des informations pour une dose ou 2 doses de vaccin lorsque l'information était disponible. Donc, ce qu'on constate, c'est que même contre les variants, il y a une augmentation de la protection après la deuxième dose du vaccin pour les vaccins qui ont une série à 2 doses et que le boost de protection qui est conféré par la deuxième dose est meilleur pour les vaccins ARN messager.
Dans la deuxième dose de vaccin, la protection conférée par la deuxième dose de vaccin était très peu affectée pour le variant alpha. On note une certaine réduction pour ce qui est du variant bêta et on ne dispose pas de beaucoup de données pour le variant gamma. Donc, pour ce qui est du variant delta, une dose de vaccin Pfizer ou d'AstraZeneca avait une efficacité qui a été estimée à 33% pour les maladies symptomatiques. Après 2 doses, la protection du vaccin Pfizer était comparable à celle du vaccin du variant alpha, mais on constate que ce n'était pas le cas pour ce qui était du vaccin AstraZeneca. Donc, d'après les données de Public Health England qui ont été mises à jour, ça a montré que la protection après une dose de vaccin est beaucoup plus élevée que celle de 33% qui a été initialement reportée, qui est disponible ici sur la diapositive. Donc, le fait qu'on constate qu'il y ait une certaine protection pour une dose, des données qui ne sont pas présentées sur la diapo et qui ont été fournies récemment ont montré que la protection, une dose contre l'hospitalisation, à ce moment-là, était importante, était signalée à 71% pour le vaccin AstraZeneca et 94% pour le vaccin Pfizer. Donc, cette protection bonne contre les hospitalisations pour une seule dose de vaccin est une bonne nouvelle pour la stratégie qui était avec des intervalles prolongés qui étaient adoptés ici au Canada. Mais comme observé précédemment, après une deuxième dose, cette protection-là montait à 92% pour le vaccin AstraZeneca et à 96% pour Pfizer. Donc, pour passer à la prochaine diapositive. Donc, ça, c'est la dernière diapositive de cette section-là. Donc, ça présente dans les orientations futures pour des vaccins qui vont être orientés spécifiquement pour des variants. Donc, les plans d'essais cliniques qui sont présentés par les différentes compagnies impliquent des vaccins de rappel spécifiquement pour des variants ou des vaccins multivalents qui contiennent des souches de variants. Et sur cette diapositive, les vaccins Medicago et JSA qui n'ont pas encore obtenu d'autorisation d'utilisation au Canada sont également présentés. Merci. C'était ma dernière diapositive. Je vais passer la parole à mon collègue. Merci. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, prochaine diapo encore. Effectivement, plusieurs de vous, j'imagine, ont vu les présentations de Dr. Tam et Dr. Nu sur la modélisation qui a décrit le pourcentage de la population qui doit recevoir une vaccination, une dose ou 2 doses, avant que nous serons dans une position de ouvrir Canada, lever les mesures de santé publique que nous avons utilisées pour contrôler la pandémie ou l'épidémie au Canada. Donc, les 3 facteurs des variants, le plus transmissible, plus virulent et la capacité de réduire l'efficacité des vaccins sont tous les 3 choses qui peuvent effectivement demander un plus haut niveau de vaccination de la population avant d'ouvrir ou enlever toutes les mesures de santé publique. Donc, on a utilisé la même modélisation que je vais décrire ici pour estimer c'est quoi les effets des variants sur nos cibles de vaccination. Il y a 3 genres de modèles que nous utilisons dans les présentations pour nous informer. Le premier, c'est les modèles de prévision statistique, en haut, à droite. Les modèles de prévision à long terme qui utilisent un modèle dynamique qu'on entraîne avec les données pour produire c'est quoi la projection pour les prochaines 2-3 mois. Et on a des autres modèles que nous utilisons pour explorer
les effets combinés de transmission de tous les variants et l'effet de vaccination et les mesures de santé publique. On a plusieurs modèles que nous utilisons, mais le modèle que nous utilisons le plus, c'est un modèle à base d'agents et c'est ce modèle qu'on va discuter dans les diapositives suivantes. Prochaine, s'il vous plaît. Donc, dans les graphiques que nous utilisons ici, les modèles, la modèle produit les résultats, le nombre de cas, le nombre de personnes dans les hôpitaux, le nombre de personnes dans les soins intensifs, les décès, tout ça. Et on utilise dans les modèles les paramètres qu'on cherche, qu'on trouve dans la littérature, avec les recherches mensuelles de la littérature, pour que nos modèles sont adaptés avec notre connaissance. Et aussi, pour certains paramètres, il faut ajuster le modèle selon les données de surveillance. En tout cas, les simulations qu'on fait, le modèle simule l'épidémie au Canada. Donc, ça commence en février, effectivement, 2020, et on simule jusqu'au janvier 2023. Donc, jusqu'entre février et maintenant, c'est une simulation de l'épidémie que nous avons vue. Après, on a une période où on simule le contrôle de l'épidémie avec les restrictions, les choses fermées, les écoles fermées et tout ça. Et après ça, on fait une simulation d'ouvrir et enlever les restrictions. Et effectivement, il y a deux pas de lever les restrictions. La première, c'est on enlève les restrictions, les fermetures. Toutes les écoles sont ouvertes, les universités sont ouvertes, les lieux de loisirs, les entreprises sont tout, ça fonctionne normalement, mais on garde la distanciation et les masques et dans le deuxième pas, on arrête la distanciation et le port de masque. La modélisation inclut l'introduction des variants et la vaccination. Dans ces graphiques, la ligne verticale est le point d'introduction dans ces simulations, le variant alpha B 1.7. Et dans les simulations avec la vaccination, c'est le graphique à droite, la période de vaccination est indiquée par le rectangle violet. Dans tous les graphiques, la ligne noire du graphe et en bas, c'est le moyenne ou médiane, excusez, de multiples simulations. Et la ligne rouge horizontale, c'est notre capacité dans les hôpitaux pour les cas de COVID fournis pour nous par Santé Canada. Donc, dans ces simulations, on peut voir à gauche, si on n'a pas la vaccination. Et une des choses qui est super importante ici dans tous les
les graphiques qui suivent, c'est l'importance de l'efficacité des vaccins. Les vaccins sont efficaces contre l'hospitalisation, contre les effets sévères, mais aussi sur la transmission. Ça, c'était des très bonnes nouvelles. Sans les vaccins, on va avoir un retour à une épidémie épouvantable au Canada. Mais heureusement, avec les vaccins, sur le diapositive à droite, on inclut le variant alpha qui est 50% plus transmissible que les souches avant, 40% plus virulente, mais ça n'échappe pas l'immunité des vaccins. Donc, on a suggéré que quand 75% de la population éligible ont reçu la première dose, 20% deuxième dose, on peut lever les restrictions et environ mi-juillet. Mais quand 75% de la population a 2 doses en commencement de septembre, on peut enlever toutes les autres restrictions. Donc, et le B 1.1.7 n'a pas changé ça. Donc, prochaine diapositive, s'il vous plaît. Ici, on a ajouté alpha et aussi delta. Et peut-être certainement aussi, il n'y avait pas de vaccination, l'épidémie qui revient était plus sévère encore. Et quand on inclut les effets de Delta, c'est 75% plus transmissible que la souche de type sauvage. 40% plus virulente que Delta et 33%, ça échappe l'immunité des vaccins. On a une efficacité pour la première dose qui tombe vers 33%. On va avoir un petit retour, un petit vague qui commence en automne, mais la capacité hospitalière n'est pas dépassée. Si vous allez vers la prochaine diapositive, s'il vous plaît. Mais le plus les variants vont échapper l'immunité produite par les vaccins, le plus probable une autre vague qui peut dépasser notre capacité hospitalière. Et encore, s'il y a un autre, la prochaine diapositive, une autre simulation avec un autre type de variant hypothétique. Prochaine diapositive. Oh, donc, c'est tout. Heureusement, le Delta, apparemment, pour 2 doses, comme on a entendu, c'est la protection est encore forte. Donc, l'importance de que tout le monde qui est éligible pour un vaccin se présente pour un vaccin et pour les 2 doses. Donc, j'arrête là. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui fait les messages clés? Ou peut-être c'est moi. Continue, prochaine diapositive. Donc, on a des systèmes solides de surveillance qui développent en ce moment, qu'on a dû construire. Et c'est un partenariat entre le fédéral, les provinces et les territoires. Canada
et d'autres organismes internationaux surveillent l'efficacité des vaccins contre les variants. On a certainement en ce moment le bêta, gamma et delta qui sont les plus importants en termes de leur capacité d'échapper les vaccins. Effectivement, les vaccins, l'effet est plutôt sur la capacité des vaccins à protéger contre l'infection et la transmission, mais la vaccination et contre les effets sévères sont c'est encore très fort. Et pour la plupart, 2 doses de vaccin va protéger fortement contre la transmission. Donc, si nous arrivons à nos cibles de vaccination de la population, on va ouvrir le Canada, on peut enlever les restrictions malgré la présence des variants. Et je pense que c'est tout. Merci beaucoup, Dr. Ogden. Puis j'aimerais remercier en fait nos 4 conférenciers qui nous ont vraiment mis en lumière beaucoup d'informations extrêmement intéressantes aujourd'hui pour bien comprendre la dynamique entre les variants et les vaccins, mais aussi comprendre l'importance de la vaccination puis des efforts à continuer pour enfin voir la lumière au bout du tunnel. Donc, avant de passer à la période de questions et de réponses, j'aimerais rappeler à nos participants qu'un lien vers l'enregistrement de cette présentation sera envoyé par courriel à chacun d'entre vous et sera affiché sur le site web du CCNMI. Donc, les enregistrements des webinaires précédents se trouvent aussi sur ce site web-là. J'aimerais aussi vous parler un peu de quelques ressources là, qui sont disponibles pour vous par l'Agence de santé publique du Canada, mais aussi d'autres organisations qui ont des informations importantes sur le sujet des vaccins et des variants. Donc, on vous suggère de vous abonner aux publications du Comité consultatif national de l'immunisation et de regarder les mises à jour du Guide canadien là, qui arrivent assez souvent via le site web là, que vous pouvez voir sur cette diapositive-là. Prochaine diapo. Il y a aussi la trousse à outils de l'Agence de santé publique du Canada, qui est aussi une ressource importante là, pour avoir plus d'informations, connaître les résumés de la littérature, voir où on en est là, dans l'analyse entre les variants et les vaccins. Donc, cette ressource-là est disponible pour vous via le site web là, que vous pouvez voir sur cette diapo aussi. Et prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, vous pouvez aussi avoir le lien, comme je vous disais précédemment, là, les liens pour les webinaires précédents sur le site du Centre de collaboration nationale des maladies infectieuses, mais il y a aussi d'autres ressources là, sur la COVID-19 pour les professionnels de la santé, certaines formations sur le site du gouvernement du Canada et aussi sur le site du Centre canadien des ressources d'échange de données probantes sur la vaccination ou CanVax. Donc, toutes ces ressources-là sont disponibles pour votre information. OK, donc nous pouvons passer à la période de questions. On commence à recevoir quelques questions là, via le Q&A, mais on a aussi reçu là, quelques questions avant le webinaire. Donc, je vais commencer ma première question que je vais diriger vers le Dr. Ogden et je vais lui demander en fait quelles sont les variables exactes que l'Agence de santé publique du Canada utilise dans sa modélisation et d'où provient-elle? Je pense qu'on a vu beaucoup de choses intéressantes via cette modélisation-là, mais si vous pouviez nous donner un petit peu plus de détails sur les variables exactes que vous utilisez dans vos modèles, ça serait bien apprécié. Les variants qu'on a modélisés explicitement c'est le alpha, B 1.1.7 et on estime que c'est arrivé au Canada
commencé à être transmises ici en décembre. Et après ça, on modélise l'invasion de Delta en commençant en mars cette année. Donc, et aussi, on a les souches qui existaient avant. Donc, effectivement, on a un modèle avec 3 genres de 3 souches avec les paramètres de transmission, de virulence différents. Et évidemment, le delta, c'est le plus transmissible et le plus virulent à date, et le seul des 3 qui est capable d'échapper l'immunité d'une dose. On n'a pas assez d'informations sur les autres pour les modéliser. Merci beaucoup pour votre réponse. Je vais passer à la prochaine question que je vais diriger au Dr Knox. Je vais demander quel est l'impact des variants de la COVID-19 sur les tests et les vaccins. Bonjour. Jusqu'à date, on n'a pas vu des impacts sur les tests diagnostiques ou sur les vaccins, mais on continue à collecter des données. Mais je vais aussi le passer à ma collègue Lindsay pour parler sur les vaccins et l'impact des variantes. Alors, merci. Ouais. Je crois que durant la présentation, nous avons déjà présenté tous les renseignements qui sont bien connus pour l'effet des variants et des vaccins. S'il y a une question un peu plus détaillée, on peut additionner quelque chose, mais j'ai aucun renseignement additionnel pour ça, malheureusement. Non, merci, merci Lindsay. Je pense que la question du test était celle qui était le plus en demande au niveau d'avoir une réponse. On a une question au niveau du chat qui nous est arrivée et qui demande est-ce qu'on a une idée de la présence du variant Delta Plus au Canada? Oui, excuse. Le Delta Plus, il a été trouvé en Ontario au mois de mai. Excuse, il y a un chien ici. Il a été trouvé au mois de mai en Ontario, mais c'est le seul qu'on sait maintenant. Mais on continue à faire le séquençage, puis ça, c'est quand on va le trouver. Malheureusement, il y a un peu de délai avant qu'on trouve les variantes, spécialement les nouvelles variantes. Et puis, alors, on continue à chercher nos séquences de fur et à mesure qui arrivent dans la base de données nationale. Merci. Merci beaucoup, Dr. Knox. On n'a pas d'autres questions qui nous arrivent via le chat. Ah, on en a une ici, alors je vais la demander. On demande ici, est-ce que l'efficacité vaccinale présentée actuellement est rehaussée par d'autres mesures, port du masque et d'autres mesures de protection? Est-ce que la modélisation peut informer sur l'efficacité vaccinale dans une population sans masque? Je dirais juste ça, Dr. Ogden. Oui, effectivement, on a modélisé le bout de notre modélisation, c'est à voir quand on peut enlever les masques. Donc, quand on peut enlever toutes les restrictions et retourner dans une vie plus normale. Et l'effet de ça, c'est quand on enlève tout, on peut avoir une autre vague. Effectivement poussé par les plus jeunes qui ne sont pas vaccinés, c'est-à-dire les personnes qui ont beaucoup de contacts, qui décident qu'ils ne veulent pas se faire vacciner, et les personnes qui plus âgées, qui n'ont pas été vaccinées, sont à risque d'être infectées à aller à l'hôpital. Et ça va produire une autre comme vague d'hospitalisation.
Nous pensons qu'avec Delta, ça ne va pas dépasser notre capacité capacité hospitalière, mais c'est à peine. Donc, il faut le plus rapidement, le plus nombreuse, le plus grande proportion de la population qui accepte d'être vaccinée avec 2 doses, le mieux pour tout le monde. Si on a 80% de la population éligible et vaccinée avec 2 doses, on ne va pas avoir une vague. OK, merci beaucoup. C'est important de bien comprendre ces différentes statistiques-là, je pense aussi, pour voir l'effet à venir, puis comment se préparer aussi pour l'automne puis l'hiver qui va revenir vers nous. Donc, on est venu à la fin, en fait, je regarde le temps, on est à la fin de notre session d'aujourd'hui. Donc, j'aimerais vraiment remercier tous nos conférenciers pour leur présentation d'aujourd'hui, puis je vous remercie tout le monde qui se sont joints à nous aujourd'hui pour ce webinaire de l'ASPC aujourd'hui. Donc, nous espérons vraiment que les renseignements qui vous ont été fournis aujourd'hui vous aideront dans votre pratique, vous ont permis de répondre à vos questions, à certaines questions que vous aviez en fonction des variants et des vaccins. Nous tenons aussi à vous remercier, vous, tous les fournisseurs de la santé publique et les personnes qui travaillent dans les programmes de vaccination pour les efforts, mais incroyables, en fait, que vous mettez tous à chaque jour pour combattre la pandémie, mais aussi s'assurer que la population canadienne est vaccinée. Moi, je dirais qu'à chaque jour, quand je regarde l'effort qui se fait pour le vaccin durant cette pandémie-là, ça m'impressionne. Donc, j'aimerais prendre le temps de remercier tout le monde pour l'effort que vous faites ici. Donc, encore une fois, l'enregistrement et les diapos vont être disponibles sur le site web du CCNMI. Et lorsque vous quitterez le webinaire, j'aimerais vous rappeler que vous serez invité à remplir une courte évaluation. Et j'aimerais rappeler l'importance aussi aux participants de remplir ces évaluations-là parce que ces données-là sont toujours extrêmement importantes pour informer la planification des futurs webinaires et le bon fonctionnement. Donc, encore une fois, merci à tout le monde, merci à nos conférenciers et puis je vous souhaite une très bonne fin de votre journée. Au revoir.